Est-ce que vous connaissez les produits structurés? Du moins, est-ce que vous connaissez bien les produits structurés? Je vous pose cette question parce que sur Internet, cette classe d'actifs qui est les produits structurés, il y a très peu d'informations précises sur ce sujet. Et c'est bien dommage parce que ces produits-là sont énormément utilisés pour l'investissement dans la finance de marché traditionnelle. Et donc si vous voulez vous intéresser à ce secteur-là, vous avez très peu d'informations, vous n'avez pas forcément rentré dans du concret, dans la construction, et c'est un peu dommage. Donc cette vidéo est là pour essayer de vous former un peu mieux sur les produits structurés. En dehors de la chaîne YouTube, personnellement, je travaille à temps plein dans une entreprise qui innove, conçoit et vend des produits structurés. Donc je pense que c'est intéressant de vous en parler pour d'un côté votre culture générale, très simplement, même si vous voulez faire que du trading crypto, c'est assez intéressant d'avoir les produits structurés, d'autant plus que ces produits-là sont construits à partir de sous-produits que vous pouvez utiliser directement. Et d'un autre côté, si vous voulez faire une carrière en finance de marché, les produits structurés vont sûrement vous tomber dessus, et donc c'est mieux d'être armé pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre. On va commencer avec, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré? Un produit structuré, grosso modo, c'est un actif, c'est un produit financier sur mesure, donc normalement un titre de créance qui est composé de plusieurs parties. La première partie plutôt, excusez-moi, c'est une partie obligataire qu'on va appeler zéro coupon, qu'on va voir ça juste après. Donc c'est une obligation en fait. La deuxième partie, c'est la partie optionnelle, celle qui va apporter du sur-mesure. C'est la partie optionnelle, celle qui est constituée d'options, donc de produits dérivés, de calls, de puts. Aussi, si vous voulez lire, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour lire tout ce qu'il y a. Je ne vais pas forcément tout lire, je vais aller relativement rapidement pour aller à l'essentiel. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux parties. Partie obligataire, partie optionnelle. On va assembler les deux pour faire le produit structuré. La partie obligataire, comme j'ai pu vous dire, c'est une obligation zéro coupon. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation zéro coupon? Donc, en général, vous connaissez les obligations classiques. Donc, l'obligation, c'est tout simplement un titre de créance qu'une entité peut émettre. Donc, ça peut être une entreprise, un État, une banque. Donc une entité qui a besoin de se financer, c'est un titre de créance, donc c'est de la dette. Donc si une entreprise a besoin de se financer, elle va émettre une obligation sur le marché primaire que vous allez pouvoir acheter, donc techniquement lui prêter de l'argent, et en échange de cet argent prêté, elle va vous donner des coupons périodiquement, par exemple tous les ans, et à maturité, vous allez récupérer votre capital. Très bien, donc ça c'est une obligation classique. Par exemple, quand vous faites un prêt à une banque, la banque va vous donner de l'argent, et vous allez donner des coupons en échange, ce qu'on appelle des intérêts. Bon, dans une obligation zéro coupon, on n'a pas de coupon, étant donné que ça s'appelle zéro coupon. En échange, on va acheter l'obligation à un prix beaucoup plus faible. Je m'explique. En finance, une obligation zéro coupon est une obligation qui ne donne pas droit à un versement de coupon, comme j'ai pu dire. L'acquéreur souscrit l'obligation à un prix inférieur à sa valeur nominale, laquelle est payée à l'échéance du contrat. Dans le cas d'un produit structuré, l'obligation zéro coupon est émise par une banque. Donc la banque qui vous crée votre obligation va émettre cette obligation zéro coupon. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez une obligation qui a une valeur nominale de 100%. On va garder à 100%. Donc techniquement, si vous voulez faire un investissement d'1 million, à 100%, c'est 1 million. Très bien. Mais là, au lieu d'acheter l'obligation à 100% de sa valeur nominale, vous allez l'acheter à par exemple 80%. Donc à un prix inférieur. Donc, vous n'avez pas dépensé 1 million, mais vous avez dépensé 800 000 pour acheter cette obligation. Vous n'allez pas avoir de coupon durant toute la durée de vie de l'obligation, mais à maturité, vous allez récupérer 100% de la valeur nominale. Donc vous allez passer de 80% à 100%, vous allez gagner 20% dans le meilleur des mondes, c'est comme ça que ça se passe. Très bien, donc c'est un peu le principe. Au lieu d'avoir des coupons périodiquement, vous allez gagner votre dû à la fin, à maturité. Ce prix-là est déterminé par plusieurs facteurs, donc le taux sans risque, le taux classique mondial, donc étatique ou sur l'Europe par exemple. Le risque de crédit de l'entité, si une entité a beaucoup plus de risque de crédit, donc beaucoup plus de risque de faire défaut, elle va beaucoup mieux rémunérer, et donc si elle rémunère beaucoup mieux, vous allez avoir un prix d'achat, prix initial de l'obligation de zéro coupon qui sera beaucoup plus faible. D'accord? Si vous avez potentiellement beaucoup plus gagné. Et vous avez aussi le besoin en liquidité de la banque. Donc si la banque a besoin de liquidité, elle va essayer de vous incentiver à acheter votre produit structuré, donc à vous montrer un meilleur prix. Et tout ça, ça s'appelle le funding. On va le voir juste après. Du moins, on va sûrement en parler. Donc tout ça va faire que votre prix va varier en fonction des taux, en fonction d'une banque à l'autre. Et donc bien évidemment, si vous avez un prix beaucoup plus faible, ça veut dire que le risque sous-jacent est aussi plus élevé, normalement. Donc on a notre partie obligataire, très bien. Comme je vous ai dit,
notre produit structuré se compose de deux parties, la partie obligation et l'optionnalité. L'optionnalité arrive avec les produits, avec les produits dérivés, excusez-moi. Donc les options, call, put par exemple, et l'assemblage des calls et des puts. Donc call, short call, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est qu'un call? Très rapidement, un call, c'est un produit financier qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé, le strike ou le prix d'exercice, à une date dans le futur, la maturité. Et tout ça, et bah, pour pouvoir acheter un call, vous allez devoir payer une prime. Donc sur notre graphique, qui représente le payoff, et bah, vous avez notre prix d'exercice juste ici, le strike. Et à partir du moment où notre sous-jacent clôture à maturité au-dessus de notre strike, et bah, le call va être exécuté par la personne qui l'a acheté, et donc il va pouvoir acheter son sous-jacent au prix du strike, et le revendre au prix de marché. Mais le prix de marché est au-dessus du prix du strike, donc il va faire un gain automatique. A l'inverse, si le sous-jacent baisse beaucoup, c'est pas très grave, la perte est limitée au niveau de la prime. Très bien. À l'inverse, le put, donc le call, c'est un pari à la hausse. À la baisse, c'est un pari sur le put. Donc le put, c'est exactement la même chose. Notre perte est limitée à notre prime et on a un gain jusqu'à 100% parce qu'on ne peut pas descendre on peut pas descendre en dessous de 0% de valorisation d'une entité. Donc on a le call, le put, très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette histoire de prime, et vous allez un peu le comprendre par la suite. Donc déjà, comment calculer cette prime? La prime va dépendre de plusieurs paramètres. Alors, vous avez pas mal de modèles de pricing, vous avez Black-Scholes, vous avez le lot binomial pour les options américaines, vous avez Monte Carlo, vous en avez pas mal, vous en avez plus que ça. Mais en règle générale, une option, son prix va être déterminé par plusieurs paramètres. Alors, normalement, quand je vous parle de ça, vous devriez connaître les différents paramètres, mais je pense qu'il y en a un dernier que vous ne connaissez pas, et c'est pour ça qu'il faut suivre toute la vidéo. Donc déjà, le premier paramètre, c'est le strike, le prix d'exercice. C'est le prix que je décide à l'initialisation de mon contrat, et à partir duquel je vais soit commencer à gagner de l'argent parce que je vais pouvoir exécuter mon call, ou juste, il va rien se passer et je vais juste payer ma prime au tout début. Et le positionnement de mon strike va déterminer si, par rapport au prix du spot, par rapport au prix du sous-jacent actuel, si je suis en dehors de la monnaie, à la monnaie ou dans la monnaie. Quand on revient dans l'histoire d'un call, si je suis dans cette zone-là, donc ça veut dire que je ne gagne rien, j'ai juste payé ma prime au tout début, je suis out of the money, je suis en dehors de la monnaie. Si votre prix de votre sous-jacent est à peu près au niveau de votre strike, vous êtes à la monnaie, at the money. Et si vous êtes très gagnant, ou du moins juste gagnant, vous êtes in the money, dans la monnaie. Vous pouvez aussi dire, je suis far in the money, donc loin dans la monnaie, ou far out of the money. Exactement pareil pour un put, c'est juste l'inverse. Donc c'est là où on détermine si on est dans la monnaie, à la monnaie, ou en dehors de la monnaie. Voilà, vous allez sûrement le voir passer si vous êtes sur les prix structurés, in the money, out the money, ou out of the money. Donc d'un côté, on a le strike, premier paramètre, très bien. Deuxième paramètre, le prix du sous-jacent, bien évidemment. C'est pour déterminer si on est très loin du strike, on aura moins dans un call. Si on est très loin du strike, on va avoir moins de chances d'aller dans la monnaie. Et si on a moins de chances d'être dans la monnaie, on a moins de chances de gagner, et donc notre prix de notre call va varier. Très bien, très bien. La maturité, bien évidemment. Si on a plus de maturité, si on a plus de temps pour essayer d'aller sur le strike ou d'aller loin dans la monnaie, et ça va influer sur le prix de mon option. On a aussi la volatilité implicite. Donc la volatilité prévue par le marché. Plus le sous-jacent a une volatilité élevée, ça veut dire plus il va avoir de variations à la hausse ou à la baisse grandes, donc variation des rendements, et donc potentiellement beaucoup plus de chances d'aller loin in the money, ou du moins de se rapprocher du strike. Et étant donné que vous avez tout autant de chances d'aller à la baisse, loin à la baisse, mais que votre perte est limitée, et que votre gain, lui, à l'inverse, est techniquement illimité sur un call et capé, mais relativement haut capé sur un put, et ça va influer sur le prix de votre call. Donc là, on le voit bien, si on a une volatilité relativement faible, on ne va pas potentiellement aller très très loin dans la monnaie, donc far in the money, et notre perte de toute façon est limitée, donc on s'en fiche. Mais si on a une volatilité très grande, on pourra aller beaucoup plus loin in the money, et notre perte, encore une fois, est limitée, donc ça va avoir un impact sur notre option. On a aussi les taux d'intérêt, donc le taux sans risque, qui va aussi avoir un impact, et les dividendes qui vont être déversés, qui vont être versés par l'entreprise à ses actionnaires. On a un petit dernier, qui n'est pas dans cette présentation,
qui n'est pas forcément super connu, c'est le taux de repo. Qu'est-ce que c'est que le taux de repo? Quand vous allez acheter un call, vous allez acheter un call, très bien, donc vous allez acheter un call, quelqu'un va vous le vendre ce call, donc c'est une banque. La banque, elle, ne va pas, son but à la banque ne va pas faire de pari. Vous faites un pari, très clairement, quand vous faites un call, si vous achetez un call tout court, vous allez faire un pari à la hausse, et si ça baisse, bah, vous allez juste payer la prime. Donc d'un côté, votre gain, vous connaissez pas votre gain, mais vous allez être content, parce que ça peut être beaucoup. Et votre perte, le truc qui vous dérange un petit peu, bah, votre perte elle est limitée. Donc vous, l'investisseur, ça va. Tu vois, pour faire une sorte de management de portefeuille, c'est plutôt pas pratique. Mais à l'inverse, une banque, bah, elle va avoir le payoff inverse. Elle, si ça descend, bah, elle va gagner la prime. Dans tous les cas, elle va gagner la prime, mais elle va gagner que la prime. Mais si le sous-jacent augmente, et bah elle va devoir techniquement vous payer le sous-jacent au prix du strike et donc perdre de l'argent. Donc plus ça va far in the money pour l'investisseur, plus la banque va perdre de l'argent. Mais elle n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc elle va devoir se couvrir, elle va devoir se hedger. Et donc comment elle va faire? Elle va acheter des actions sous-jacentes. Comme ça, si à maturité, elle va acheter des actions sous-jacentes à l'initiation du contrat, et en fonction des fluctuations du marché, elle va soit en vendre, soit en racheter. Ce qui fait que quand on va arriver à maturité, eh ben, elle va vous, si par exemple ça a beaucoup augmenté, elle va pouvoir vous donner des actions qu'elle avait achetées bien avant. Donc c'est comme ça que c'est couverte. Mais quand elle achète des actions, par exemple, vous faites un call sur Michelin. Bon, elle va acheter des actions Michelin, mais elle n'en a pas besoin de ces actions Michelin, elle ne va pas les garder. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un swap entre ces actions Michelin et du cash. Et ce taux de swap entre les actions, le sous-jacent et du cash, et ça s'appelle le taux de repo. Et le taux de repo peut être plus ou moins élevé, donc la banque peut plus ou moins payer le taux de repo. On peut aussi avoir un taux de repo négatif, et donc ce taux de repo va avoir un impact sur le prix de votre call et de votre put des options en général. Donc notre prix d'exercice, notre strike, plus il est loin, plus ça va baisser le prix du call, c'est normal parce qu'on a moins de chances d'être dans la monnaie. Et à l'inverse sur le put, le prix du sous-jacent, inversement, maturité, plus notre maturité est longue, plus on a de temps pour essayer de se rapprocher du strike, ou du moins d'être dans la monnaie, donc ça augmente sur les deux. La volatilité, ça augmente sur les deux, c'est tout à fait normal parce que vous avez des plus grandes variations, donc vous pouvez aller plus loin dans la monnaie, et étant donné que votre perte est limitée, bah, c'est tout bénef. Les taux d'intérêt, si ça augmente, et bah, ça va augmenter le prix de mon call parce que le forward de mon sous-jacent va augmenter. Donc techniquement, si mon forward augmente, donc les prévisions de prix de mon sous-jacent dans le futur va augmenter, donc j'ai plus de chances d'être dans la monnaie, donc le prix de mon call va augmenter, inversement pour un put, et les dividendes, c'est inverse, ça va faire baisser la capitalisation de mon sous-jacent, donc faire baisser, donc moins de chances d'être dans la monnaie, sur un call, ça va faire baisser le prix de mon call, et inversement pour le put. Sur le taux d'intérêt et le taux dividende, vous pouvez regarder la formule des forwards, tout simplement, avec notre forward est égal à S0 fois exponentielle de R moins Q fois T, ce qui fait que R est une fonction croissante du forward, et dividende négatif. Donc là, on a d'un côté notre call, notre put, on a le pricing de notre option, très bien, donc on sait comment pricer mes options et d'avoir ma prime. Très bien. Bon, maintenant ce qui nous intéresse, c'est je veux construire un produit structuré. Donc j'ai mon obligation zéro coupon qui vaut, je sais pas, 80% de ma valeur nominale, donc très bien. Et de l'autre côté, j'ai mes options qui ont un certain prix, certaines primes. Moi, je vais faire un produit structuré extrêmement simple. Je vais faire un bond plus call. Donc c'est mon obligation zéro coupon plus un call. C'est extrêmement simple. Le basique, 100% protégé. Qu'est-ce qui va se passer pour construire ce produit structuré? D'un côté, je vais acheter mon obligation zéro coupon. Ok? Donc disons que le client veut investir 1 million. Très bien. Il va acheter une obligation zéro coupon qui, en valeur finale, vaut à maturité 1 million, mais étant donné que j'achète avant et que c'est une obligation zéro coupon, elle ne va valoir que 80%, donc que 800 000 par exemple. Donc, je vais dépenser 800 000 pour acheter mon obligation zéro coupon. Okay, et je sais qu'à maturité, mon capital, je veux que mon capital soit garanti, je veux que mes 1 million soient garantis, ben je sais forcément qu'avec mon obligation zéro coupon, mon capital est garanti à maturité, sauf si l'émetteur fait défaut, bien évidemment, parce qu'on va passer de 80 à 100%. Donc j'ai dépensé 800 000 et il me reste 200 000. Il me reste 200 000 qui sont là sur mes bras. Alors soit j'en fais autre chose, soit je vais m'amuser à créer un produit structuré pour profiter des dynamiques de marché. Et c'est ce qui va se passer très clairement. Là j'ai 200 000 à investir, donc je me dis, bah
avec ces 200 000, je vais pouvoir acheter un call ou plusieurs calls. Et donc pouvoir d'un côté avoir un capital garanti et de l'autre côté jouer la hausse sur un sous-jacent. Donc là, c'est l'exemple. Exemple, j'ai un bon de plus call sur l'indice Eurostoxx 50 de maturité 5 ans. La valeur actuelle du 0 coupon est de 90,10. Ainsi, le disponible pour l'achat du call est de 9,90. Le reste, entre 100 moins 90,10. La valeur du call de Strax 100 à la monnaie sur l'indice Eurostoxx 50 est de 15,15% d'une monnaie investie. Ainsi, ce produit ne pourra pas offrir 100% d'indexation parce qu'il y a une histoire de rapport. Mais si, par exemple, là, je m'amuse à me dire que j'ai 9,90% que je peux potentiellement investir et pour acheter un call, et que le prix de mon call, la prime, vaut aussi 9,90, bah, je vais pouvoir acheter un call entier, donc m'indexer à 100% de la performance positive d'un sous-jacent. Dans le cas actuel, mon call, le prix de mon call est beaucoup trop élevé par rapport au reste que j'ai par rapport à l'achat de mon obligation zéro coupon, et donc je vais avoir une indexation à 65,35% de la performance positive de mon sous-jacent, ce qui est déjà très bien, mais au moins vous avez l'idée. Et donc là, on a un produit 100% capital garanti, avec une indexation en plus à un call, avec un levier de 65,35%. Donc ça ressemble à ça. Vous avez un capital protégé dans tous les cas à 100%, et si mon sous-jacent augmente, vous allez avoir une indexation positive. Et donc là, c'est super bien. Et donc, si on a des taux plus élevés, ça va influer le prix de mon obligation. Vous allez potentiellement acheter plus de calls, mais aussi le call, si le taux augmente, ça va augmenter le prix de mon call. Donc, c'est toujours un jeu qui va un petit peu s'équilibrer, mais de toute façon, en général, si vous avez des taux élevés, vous allez avoir des prix qui sont un peu mieux. Donc là, on avait un produit Bond plus Call, le classico del Madrido, 100% protégé, très bien. Si on s'amuse à faire un petit peu plus compliqué, on va se dire, là, j'ai un produit 100% capital garanti, très bien. Mais je trouve que mon indexation, mon levier sur l'indexation à la performance positive de mon sous-jacent, elle n'est pas très élevée, 65%. Bon, très bien. Moi, ce que je veux, c'est essayer de baisser un petit peu le niveau de protection de capital, mais essayer d'avoir une meilleure indexation. Parce que je pense très clairement que mon sous-jacent va augmenter. Et donc, je veux avoir le meilleur levier possible. Et donc là, on peut s'amuser à baisser le niveau de protection. Donc se dire, là, j'ai une obligation zéro coupon, je l'achète à 80%, à maturité, elle est à 100%, donc capital garanti. Je me dis maintenant, je vais acheter une obligation zéro coupon à 70%, ok. Donc à maturité, elle va monter à 90%. Donc je vais avoir 10% de capital à risque, mais ces 10% de différence entre mon 80 et mon 70% à l'achat de mon obligation zéro coupon, je vais pouvoir l'investir pour acheter des calls et donc avoir une meilleure indexation. Et c'est ce qui se passe exactement ici. Ici, prix initial d'obligation zéro coupon, garantie coupon pour garantir 90% du capital. À maturité, on arrive bien à 90%. Donc on achète, je ne sais pas, 70 ou quelque chose comme ça, et on a notre reste à investir dans le call qu'on avait juste avant, celui-là. Et en plus de ça, on a les 10% qu'on a réussi à gratter avec le risque de capital. Et donc là, avec tout le calcul, on va pouvoir aller chercher 124% d'indexation, de levier à la performance positive de nos sous-jacents. Donc là, c'est parfait. On ajoute un petit risque de capital, 10%, et on arrive à presque doubler le levier, donc c'est pas mal. Mais donc, si ça ne marche pas, vous allez potentiellement perdre en capital. Et il faut, comme il le dit, il faut que l'indice ait progressé d'au moins 8,01% à maturité pour être sûr de récupérer au moins 500%, parce que vous allez partir de 90. Donc là, c'est un exemple. C'est deux produits structurés extrêmement faciles. Pour l'info, Bond plus Call, c'est ce qu'on appelle une bull note. Voilà. Donc soit une bull note 100% capital protégé, soit une bull note 90% capital protégé, etc., etc. Donc c'est des produits extrêmement simples, mais qu'on peut voir, c'est des produits qu'on appelle de participation, parce que vous n'allez pas recevoir des tickets au fur et à mesure, mais vous allez recevoir une indexation à la participation d'une performance positive d'un indice à maturité. Pour avoir donc une protection partielle ou potentiellement pas du tout totale de votre capital, donc soit vous amusez à changer la valeur de votre obligation zéro coupon de référence, soit vous amusez à, au lieu d'acheter des options, en vendre. Quand vous achetez un put, vous allez gagner, vous êtes incentivé à la baisse, donc si ça baisse, vous allez gagner de l'argent. Mais si vous vendez ce put, si ça baisse, vous allez perdre de l'argent. Et donc là, ça va nous permettre, mais vous ne payez pas de prime, vous récupérez la prime. Donc, si vous faites ça, vous allez mettre à risque votre capital,
Mais étant donné que vous allez gagner une certaine prime et que si l'obligation de zéro coupon va varier, et ben vous allez avoir beaucoup plus de peps sur les coupons, et s'il y a plus de peps, ça va être beaucoup plus vendeur. Et donc, pour s'amuser à faire varier un peu notre capital et notre protection de capital, on a plusieurs choix. Alors le choix très simple, c'est d'un côté de vendre un put. Donc je vends un put, je récupère la prime, cette prime va me permettre d'acheter d'autres options qui vont me permettre de faire d'autres choses. Et je vais commencer à perdre du capital dès que mon sous-jacent descend après mon strike. Donc là, c'est un peu dur, mais je descends linéairement jusqu'à 0. Très bien. Mais moi, par exemple, j'ai un client, il ne veut pas faire ça. Mon client, il veut quand même se dire, il veut pas se dire, dès que ça baisse un tout petit peu, je perds. Non, il veut avoir quand même une petite marge de manœuvre et se dire, bah ok, je veux bien accepter à partir d'un certain moment, si vraiment ça se casse la gueule, je veux bien que ça se casse, mon portefeuille se casse la gueule, mais au moins, si ça bouge pas trop et qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, je veux pas perdre d'argent. Et donc là, on est dans le cas d'un put down and in. Put down and in, c'est une option qui est composée de plusieurs puts, de long et de short. Et donc, ça va avoir une petite barrière, dans le sens où votre capital va être totalement protégé, jusqu'à partir du moment où, à maturité, votre sous-jacent a baissé de, par exemple, de plus de 40%, et à partir de ce moment-là, hop, chute abrupte, on revient au niveau de notre put, et là, vous allez perdre en capital, à hauteur de la performance négative de votre sous-jacent. Donc ça vous permet d'avoir quand même une certaine ceinture de sécurité, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas, des PDI, on va voir juste après, mais c'est une option pour protéger votre capital, c'est relativement intéressant, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Pour votre information, le PDI, c'est un short put spread, donc c'est la vente d'un put à strike par exemple 60, leveragé sa mère, et après l'achat d'un put un tout petit peu après, donc par exemple 59, strike 59, lui aussi leveragé, et un peu moins. Hop, on a aussi la possibilité de vendre un put spread classique sans s'amuser à rajouter un petit leverage sur le short. Bref, on peut s'amuser à vendre un put spread, ça nous permet aussi de récupérer un petit peu de prime et d'avoir une indexation, d'avoir une perte en capital limitée. On a aussi le choix de rester avec cette petite ceinture de sécurité si ça baisse un petit peu, et de pas, hop, se casser la gueule et revenir au niveau du put sur la perte en capital, mais plutôt d'y aller progressivement, alors relativement progressivement, parce que là on est dans le cas d'un put leveragé. Donc c'est un put qui est leveragé, on va mettre un peu de peps, et donc le but c'est de revenir au niveau de notre, de croiser notre put au moment où on arrive à 0, tout simplement. Dès que notre sous-jacent est à 0, ça va à 0, mais il est leveragé, il faut qu'il rattrape le retard. Donc on a 4 exemples de mécanismes pour mettre votre capital à risque, pour pouvoir augmenter l'achat après de call, le leverage, de coupons, ce genre de choses. Très bien. Avant de passer sur les différents types de produits, on peut avoir différents sous-jacents, donc soit des single names, donc une entreprise, une banque, un État, non plutôt une entreprise, une banque par exemple. On peut faire des poignées compodérées, donc prendre, je sais pas, 4 noms et les mettre dans un panier, et ils vont tous avoir le même poids. On peut faire des worst of, donc se dire je vais m'indexer à la performance, à la pire performance du panier. Donc si j'ai deux noms, par exemple Société Générale et BNP, et si Société Générale vraiment a des performances exécrables, et bah mon produit structuré va s'indexer à la performance de Société Générale. Et à l'inverse, le best-of. Et donc vous voyez bien, le prix de mon option va varier en fonction de tout ça. Et donc si le prix de l'option est plus faible, ça veut dire que je peux potentiellement acheter plus d'options. Et si je peux acheter plus d'options, ça veut dire que je peux avoir des meilleurs coupons. Le worst-of aussi, ça va... Et le best-of, entre autres, ça va aussi jouer, l'équity pondéré, ça va jouer en fonction de la corrélation, la volatilité des noms que vous allez mettre dedans. On va avoir des exemples de produits, donc reverse convertible, un produit de rendement equity très classique. Et donc là, on revient très très clairement à ce qu'on a vu juste avant sur un put down and in, et c'est clairement ce qu'on a. Donc c'est un put down and in qui va verser des coupons garantis périodiquement, par exemple tous les ans. Donc on est dans le cas où on va avoir un sous-jacent, en fonction de la performance positive du sous-jacent, on va gagner un coupon. On va voir si on va avoir une perte en capital ou non, parce que notre coupon est garanti. Donc on est dans le cas d'un PDI classique, perte sur la vente d'un put d'un in, hop, juste là. Mais il est shifté à la hausse parce que dans tous les cas, vous allez avoir un coupon garanti. Donc on va avoir un coupon pour un produit 100% protégé, donc ça c'est le coupon sur un produit 100% protégé en capital. Et si vous rajoutez ce risque de capital, et bien vous allez pouvoir augmenter le coupon garanti
Donc, reverse convertible 3 ans en euros sur l'action LVMH. La valeur actuelle du euro coupon est de 95. Ainsi, il y a 5% dépensés pour le coupon. La valeur du push strike, 100% push strike d'un Enin à 60% à maturité est de 11,45. Ainsi, en échange d'un risque de perte en capital, si l'action baisse de plus de 40% à maturité, le produit paye un coupon égal à 5 plus 11,45, 16,45. Pourquoi on additionne les deux alors que là, il a un prix positif? Parce qu'on fait la vente d'un put d'un Enin. Donc on fait la vente, donc on récupère la prime, et donc avec cette prime récupérée, on va pouvoir s'amuser à acheter plus de coupons, tout simplement. Donc ça, c'est l'exemple d'une reverse. On peut avoir aussi l'exemple d'un Athena. Voilà. Donc l'Athena, c'est... Bon, par rapport à la reverse, l'Athena ne va pas verser le coupon garanti. Elle va donner des coupons à la fin conditionnels en fonction de comment s'est comporté le produit. Donc là, c'est tout expliqué, mais Athena, c'est un autre exemple. Vous avez aussi le Phoenix, qui sont des produits equity. Phoenix, là, va avoir des coupons qui peuvent être potentiellement distribués durant la durée de vie du produit, mais qui seront conditionnels. Sur les produits structurés, vous avez grosso modo plusieurs classes d'actifs. Vous avez taux, equity, crédit, c'est les trois meilleurs. Les trois, pas forcément les trois meilleurs, mais ceux qui sont le plus utilisés. Et après, vous avez les commodities, le forex, ce genre de choses. Mais en règle générale, on utilise le taux pour faire des produits extrêmement simples, ou des produits un peu plus rigolos, mais sur du taux. Après, le crédit, donc s'indexer directement au risque de créer des entités, le CDS, et aussi l'equity, donc sur indice, sur single name, sur des paniers, des worst of, etc. Donc, la petite formation est terminée. Je pense que vous avez pu voir quelques petites choses sur les produits structurés. Je pense que vous avez bien compris le zéro coupon. Quand on additionne le zéro coupon avec un call, on arrive à créer quelque chose de sympa. En fonction du prix de mon obligation zéro coupon, je vais pouvoir plus ou moins acheter de call, donc avoir un meilleur rendement. Si mon entité qui me fait mon produit structuré est beaucoup moins bien ratée, donc à un plus gros risque de crédit, je vais pouvoir avoir des coupons beaucoup plus élevés. J'ai un pricing d'options avec pas mal de paramètres, donc techniquement 7 paramètres, donc 6 principaux et le taux de repo que vous ne voyez pas souvent. Et après, pour avoir un petit risque en capital, vous pouvez rajouter des petites features, put d'un Enin, put spread classique, et après un put leveragé qui nous permet après de créer des produits structurés comme les reverse convertibles, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. C'est pas forcément évident, mais au moins si vous avez un examen, un entretien dans ces sujets-là, ça peut vraiment fortement vous aider. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.